Merci infiniment d'être présent aujourd'hui, car ce n'est pas tous les jours que nous nous lançons dans une telle aventure. Un premier mécénat pour la rénovation de notre clocher, l'installation d'un nouveau coq sur le toit de l'église et la mise en lumière extérieure du clocher et de l'horloge. Alors pour la Guerche, notre église, qui n'est pas classée au titre des monuments historiques, pourrait paraître modeste ou simple, mais elle regorge comme beaucoup d'autres des pièces d'exception. Il y a les cloches, bien sûr, et Quentin en parlera longuement. La charpente, la nef en forme de coque de bateau ou encore notre retable. Un retable classé pour le coup au titre des monuments immobiliers qui avait été récupéré lors de la démolition de l'église d'Éminime du Mans. Sans doute plus que d'autres, nous sommes pleinement conscients des défis financiers auxquels les petites collectivités telles que la nôtre sont confrontées pour préserver ces lieux chargés d'histoire. C'est pourquoi nous lançons cet appel à soutien pour mener à bien cette entreprise indispensable. Et cet appel n'aurait pas été possible, je le dis, sans vous, Karine Bergeau, chargée de mission à Sarthe Mécénat, enseignante à l'Université du Maine, vers qui je souhaite exprimer toute ma reconnaissance pour votre précieux soutien dans la mise en place de ce mécénat via la plateforme Sarthe Mécénat. Je voudrais dire une dernière chose et une date à retenir si vous voulez. N'hésitez pas à noter dans vos agendas la date du samedi 13 septembre 2025. Ce sera la date anniversaire de notre 10e journée citoyenne. Et pour l'occasion, nous terminerons la journée par la réinstallation de la croix restaurée et de notre coque sur le toit de l'église. C'est l'objectif. Voilà, je vous remercie et je laisse maintenant la parole à Quentin pour la conférence sur nos cloches et sur le coq. Merci encore de votre présence. Comme vous pouvez le voir sur ces deux photos que j'ai pu vous mettre sur la diapositive, vous avez à gauche la photo du clocher en 2020. Alors comme vous pouvez tous le remarquer, le coq ainsi que la croix n'étaient pas en très bonne santé. La croix penchait dangereusement vers l'église et en fait menaçait de tomber. Le but de ce mécénat, ça va être notamment de restaurer le clocher, de le mettre en valeur, mais aussi de pouvoir remettre la croix ainsi que son coq tout en haut du clocher. Pourquoi y a-t-il un coq tout en haut des clochers? C'est vrai qu'en général, dans tous les villages, donc évidemment, il y a un clocher, et très souvent, il n'y a pas qu'une croix au haut du clocher, il y a également le coq qui couronne le tout. Alors, comme vous le savez tous, ce qui est quand même assez frappant chez le coq, c'est qu'il chante lorsqu'il fait encore sombre et que la lueur du jour pointe à peine. Alors, le coq, c'est évidemment l'animal qui annonce l'arrivée de la lumière, alors qu'on est encore dans la nuit. Et donc, pour la tradition chrétienne, le coq, il a repris un peu l'emblème pour, en quelque sorte, illustrer la résurrection du Christ. Ce n'est pas une tradition propre à la France. En fait, il faut regarder dans les autres pays. Vous pouvez regarder les églises anglicanes en Angleterre, en Espagne, encore en Italie. Là aussi, vous avez cette tradition en fait, de mettre un coq en haut des clochers. Donc ça n'a rien de français. C'est par contre, en revanche, une tradition assez occidentale. Un clocher, généralement, on n'a pas qu'une seule cloche, il y en a en général plusieurs. 3, en général, c'est la moyenne. On a généralement 3 ou 4 cloches dans un clocher. Parfois, ça peut être moins. En tout cas, ici, on en a 3. Vous en avez 2, donc vous avez sur la photo ici, qui sont vraiment positionnés tout en haut du clocher. Alors peut-être que vous pourrez vous en rendre compte plus facilement quand vous irez à l'extérieur. En fait, elles sont au niveau des petites ouvertures. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez des ouvertures qu'on appelle des abassons juste ici, et on les distingue très bien de l'extérieur. Donc ces cloches, en fait, sont au même niveau que les ouvertures. Donc là, nous avons les 2 plus grandes, et vous avez une cloche qui est plus petite, elle est positionnée en dessous, donc vous pouvez voir en fait au niveau de la charpente. Chaque cloche a évidemment une histoire à nous raconter, c'est le cas de cette cloche et également des 2 autres cloches que je vous parlerai après. Et nous avons notamment sur chaque cloche, alors ça c'est pas typique à la Guerche, hein, c'est sur toutes les cloches, en général vous avez des inscriptions qui sont généralement positionnées en haut de la cloche. Donc en fait c'est assez simple, elles font le tour de la cloche. Et une fois que vous avez fait la première ligne, vous avez une main qui vous indique de passer à la deuxième ligne et qui vous invite de nouveau à faire le tour de la cloche. Alors cette petite cloche, elle nous raconte quoi? Donc, il est inscrit que l'an 1823, j'ai été bénite et nommée Augustine par maître Guillaume Augustin, caïto, curé de la Guerche, et par mademoiselle Mélanie Riffaut et monsieur Fouque. Donc cette cloche, elle porte comme nom Augustine. Alors pourquoi Augustine? Tout simplement parce que c'est un monsieur Guillaume Augustin
qui a financé cette cloche. Alors il faut savoir qu'une cloche c'est un nom féminin, et donc automatiquement le nom, même si le donateur est masculin, la cloche va avoir un nom féminin. Donc là on a transformé Augustin à Augustine. Cette cloche, elle est décorée de l'armoirie du Royaume de France que vous avez ici à gauche, et vous avez un crucifix à droite. Et vous avez également quelques frises décoratives. Donc les frises décoratives, en fait, ce sont tout simplement ici les deux frises que vous avez entre les inscriptions. Ce qui permet en fait d'occuper l'espace qu'on a sur la cloche, et donc voilà, un peu plus la décorer. Il s'agit certainement de la cloche, alors si je ne me trompe pas, qui doit sonner les Angélus 3 fois par jour dans votre commune. La cloche la plus ancienne de ces édifices, donc ce qui va être très intéressant. Donc cette cloche, comme je vous l'expliquais, donc elle est positionnée, elle, au-dessus de la plus petite. Donc cette cloche, elle nous raconte quoi? Elle nous raconte qu'en l'an 1906, j'ai été bénite par M. Caïto et nommée Caroline Françoise par M. Thibault François. Donc là, abrégé, on a juste un F majuscule et OIS en minuscule, mais voilà, c'est ce qui veut tout simplement dire François. Donc par M. Thibault François Gousseau et par Madame Caroline Rigaud. Donc là encore, MD, Madame. Alors, en général, on faisait des abréviations sur les cloches tout simplement pour un souci d'espace, en fait, pour éviter de faire une troisième ligne. Eh bien, on abrégeait et comme ça, toutes les inscriptions passaient sur 2 lignes. Sur cette cloche, vous avez une Vierge à l'enfant et un crucifix. Donc voilà, là, il y a rien d'original. Alors par contre, on peut quand même souligner l'exécution des décors qui est quand même plutôt bien réalisée. Hein. On reconnaît facilement les deux scènes. Donc là, vous voyez qu'on n'est plus sur une cloche qui a été fondue par le chêne, et donc la frise est différente. Chaque fondeur avait sa manière de faire des frises. Souvent, c'était des frises florales, hein, tout simplement pour occuper l'espace sur la cloche. Toutes les cloches, alors pratiquement toutes les cloches, ont dû être descendues du clocher des églises pour être fondues en canon ou en pièces de monnaie. Alors, en général, les communes avaient pour ordre de ne garder qu'une seule cloche dans le clocher. Bon, parfois c'est le cas, parfois ce n'est pas le cas et toutes les cloches ont été descendues. Et en général, il arrive que la seule cloche qui soit restée dans le clocher, au fil du temps, elle se soit dégradée et elle ne soit pas parvenue jusqu'à nous, on la connaisse aujourd'hui. Donc, en général, ces cloches ont été remplacées. Et donc, pendant la période révolutionnaire, on descend des cloches, donc évidemment, on ne fond pratiquement plus de cloches. Il y a quelques fondeurs qui continuent à faire des cloches, mais c'est extrêmement rare. Et on observe une reprise progressive en fait de faire de l'activité de faire des cloches à partir vraiment du début du 19e siècle, mais c'est assez rare. Et donc là, on est en 1806, donc vraiment, après la période révolutionnaire, voilà, c'est encore un peu flou. Peut-être que par peur de représailles, certains fondeurs ne signaient pas leur cloche. Elle sonne à un ré de la 4e octave, vous pouvez l'entendre ici. C'est la cloche qui sonne à chaque fois les heures dans cette commune. Peut-être ceux qui ont l'oreille un peu plus affûtée ont entendu quand même que cette cloche a quand même un son beaucoup plus métallique, pas forcément très beau, mais bon voilà, c'est aussi l'intérêt patrimonial qui est présent, c'est que peut-être certes elle n'est pas forcément très belle sur le plan sonore, mais elle a quand même une histoire très intéressante et surtout il s'agit de la cloche la plus ancienne, donc c'est quand même très intéressant. Et donc pour finir, on va maintenant parler de la plus grande des cloches, donc qui est aussi la plus récente. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus bavarde. Et à l'inverse des autres cloches, toutes les inscriptions ont été positionnées donc, sur ce qu'on appelle la robe de la cloche. Donc c'est plutôt cette partie-ci. Alors pourquoi on appelle ça une robe? Tout simplement parce que ça se rapproche à une forme de robe, comme sur les humains. Donc en général, une cloche, on parle d'elle un peu comme un personnage. Vous avez en haut le cerveau de la cloche, vous avez en bas la bouche, et là aussi on a plutôt ce qu'on appelle la robe. Vous avez ici à gauche, et à droite, vous avez la représentation classique, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, d'une croix latine. Alors là, on n'est même pas sur un croix et un crucifix, c'est une croix latine. Sur les cloches volées, c'est très très courant. Vous avez là encore des frises décoratives qui sont quand même plus nombreuses que sur les autres cloches, donc notamment en haut, donc des frises florales, et vous en avez également en bas de la robe de la cloche. Et vous avez également ce qu'on appelle des croix de consécration, donc, tout simplement c'est en forme de plus, hein. Et vous en avez donc tout
tout autour de la cloche, au niveau de ce qu'on appelle la panse. Donc la panse, en fait, c'est la partie la plus épaisse de la cloche. C'est là, en fait, où le bâton qui est à l'intérieur de la cloche vient frapper. Il faut savoir que les cloches, en fait, ont chacune une note différente, et comme sur un piano, les notes sont censées s'accorder. Ici, la cloche, c'est elle la fautive, en fait, on le sait très bien, parce que c'est la dernière à avoir été rajoutée au clocher. Donc quand le fondeur a réalisé cette cloche-là, il devait prendre en compte la note des deux cloches qu'il y avait déjà dans le clocher. Alors là, il y a une grosse erreur, c'est qu'on était censé, pour cette cloche, pour avoir un accord logique, on était censé avoir la note d'un Do. Un rendu de la volée des trois cloches. Pour ceux qui ont l'oreille du coup plus affûtée, vous allez vous rendre compte que du coup la sonnerie n'est absolument pas accordée à cause de la plus grande cloche. Mais bon, c'est pas grave, ça donne un aperçu. Les élus. Et effectivement, le département a une commission qui attribue des subventions au niveau du patrimoine, où on réunit justement tous les éléments de ceux qui peuvent apporter des aides. Alors vous avez les vieilles maisons françaises, vous avez l'art sacré, qui peut aussi aider à la restauration d'objets des églises. Vous avez évidemment les vieilles maisons françaises, vous avez la Fondation de France, vous avez la Fondation du patrimoine. Et on essaie ensemble, avec l'État, la région, le département et les communes, eh bien, d'apporter un soutien. Et nous, on a une ligne particulière qui est le patrimoine rural non protégé. Parce que, évidemment, elles ne sont pas toutes classées. Mais pour autant, elles ont toutes un rayonnement qui nécessite une attention particulière pour qu'on puisse demain transmettre à nos enfants, et c'est ça aussi l'enjeu de notre patrimoine, cette histoire de France, cette façon de vivre en France et de la respecter et d'en être fier. On va signer la convention qui va nous lier avec Sarthe Mécénat, avec le département pour Sarthe Mécénat. Une deuxième photo. Je suis très fière de travailler pour le département de la Sarthe, qui a été un des premiers départements à créer une cellule mécénat. En fait, on a beaucoup travaillé avec Monsieur Bourges et puis Madame Godin, en fait, qui a été très présente. Merci infiniment à toutes et tous. Merci.